Mesdames et messieurs, l'espace de réflexion éthique d'Occitanie vous souhaite la bienvenue pour cette réunion qui, je vois, mobilise beaucoup de personnes. Je tiens à vous préciser que cette réunion sera enregistrée de manière à pouvoir être ensuite visualisable sur le site web de l'espace de réflexion éthique Occitanie. Alors, d'abord vous dire que le 13 septembre de cette année, le président de la République a décidé de lancer un grand débat national autour du sujet de la fin de vie, après que le Comité consultatif national d'éthique ait émis son avis 139, dont je pense que nous reparlerons abondamment au cours de cette réunion. Alors ces débats nationaux sont multiples. Il y a d'une part la Convention nationale citoyenne qui est organisée par le comité économique, social et environnemental et qui va commencer, je crois, le 8, le 9 et le 10 décembre, ou à ce moment-là à peu près. Et le président de la République a également demandé au Comité consultatif national et à ceux qui sont sa frappe dans les territoires, les espaces de réflexion éthique, d'organiser dans les territoires, donc dans les départements des diverses régions, des réunions sur la fin de vie, rencontres citoyennes, dont je vous reparlerai dans quelques instants. Et puis il y a aussi, de la part de la ministre de la Santé déléguée d'une part, et d'autre part du ministre qui s'occupe de la Convention, je crois que c'est Olivier Véran, des rencontres également avec les professionnels, des rencontres avec les usagers, tout ceci dans l'objectif de mieux faire connaître le sujet de la fin de vie aux citoyens et de les mobiliser sur les sujets importants que la réflexion éthique doit mettre en avant dans la discussion dans ces débats. Alors, l'espace de réflexion éthique de l'Occitanie, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous en parle une minute. Les espaces de réflexion éthique, ils ont été construits, ils ont été institutionnalisés en 2012 et celui d'Occitanie lors de la rencontre de l'Occitanie-Est et de l'Occitanie-Ouest dans la grande région Occitanie. Et donc il y a un site principal à Toulouse et un site d'appui à Montpellier. Et donc les missions de cet espace de réflexion éthique sont à la fois d'acculturer à la réflexion éthique, d'organiser des débats, des rencontres et de servir d'observatoire de la réflexion éthique à l'échelle de la région. C'est dans ce contexte-là que nous allons organiser les rencontres citoyennes dans tous les départements de la région Occitanie. Et la réunion aujourd'hui est une des réunions inaugurales sous la forme d'une conférence débat à laquelle nous avons invité M. Alain Claes, que je remercie tout particulièrement d'être venu à Toulouse aujourd'hui, je sais, dans un agenda qui est particulièrement chargé. Et nous lui avons demandé plus particulièrement, d'une part, de nous introduire peut-être aux éléments de réflexion qui ont conduit à la genèse de l'avis 139 sur la fin de vie, et puis d'autre part de nous faire cheminer au sein des diverses législations des pays qui ont décidé de se positionner dans l'aide active à mourir, de manière à ce que nous puissions ensuite avoir un large débat sur le sujet. Alors, Monsieur Alain Claes, je pense que tout le monde le connaît par la loi Claes-Leonetti. Je voudrais simplement dire, et je
j'oublierai probablement beaucoup de choses, mais qu'il a été maire de Poitiers pendant 12 ans, qu'il a été pendant une vingtaine d'années un parlementaire très actif, et que dans ses activités de parlementaire, il s'est particulièrement intéressé à l'enseignement supérieur et à la bioéthique. Il y a beaucoup d'autres choses, et j'en oublie, mais je pense que c'est certainement la personne qui, au sein du Comité consultatif national éthique, est l'un de ceux qui connaissent le mieux cet avis, puisqu'il en a été co-rapporteur. Et donc, je vais lui céder la parole en précisant que ce que nous attendons, c'est non seulement qu'il nous fasse cheminer dans la vie et dans ce dont je vous ai parlé, mais également qu'on puisse nourrir un débat interactif, riche et transpartisan. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être ici à Toulouse ce soir pour une assemblée citoyenne, car on utilise souvent ce mot de citoyen, mais le sujet qui a été retenu ce soir correspond et concerne chacune et chacun d'entre nous, les citoyens qui sont intéressés par ce sujet, des professionnels de santé, des universitaires venant d'horizons différents, le droit, d'autres disciplines. Bref, lorsqu'on aborde ces sujets, peut-être des représentants d'associations qui se mobilisent souvent sur la fin de vie avec des positions parfois très tranchées, très claires. Je pense qu'il y a une règle. Quand on aborde ce sujet, c'est d'écouter l'autre. Je me méfie toujours des personnes qui ont des certitudes absolues. Plus j'avance sur ce sujet, plus je me questionne moi-même. Je ne suis pas médecin. J'ai appris au fil de l'eau une série de sujets. J'ai été parlementaire 20 ans, de 1997 à 2017, et j'étais à la commission des finances en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur. Mais très rapidement, je me suis intéressé aussi aux lois bioéthiques. J'ai été à 2 reprises rapporteur de ces lois sur des sujets importants. On en parlait tout à l'heure, le statut de l'embryon, les recherches sur les cellules souches embryonnaires, bref, des sujets qui ont la procréation médicalement assistée, l'élargissement de cette programmation. Des sujets qui ont parfois occasionné des débats très vifs, mais aussi très intéressants. Et est arrivé le sujet de la fin de vie. Le président François Hollande m'avait demandé en 2015 de travailler ce sujet pour savoir si une initiative parlementaire serait possible à travers d'une proposition de loi. Et il m'avait demandé aussi qu'il serait bien que ce travail puisse se faire conjointement avec un député de la majorité, je faisais partie de cette majorité à l'époque, mais aussi un député de l'opposition, bien que majorité et opposition n'ont pas grand sens sur des sujets comme ça, mais de la minorité du Parlement, et Jean Leonetti, qui avait déjà travaillé sur ce sujet, a accepté. Et je me souviens, on avait dit au président, on va essayer de faire une proposition de loi, d'élaborer une proposition de loi, après une lettre de mission du Premier ministre, mais on vous dira très clairement si nous y arrivons ou pas. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça a été la genèse de cette loi de 2016. Aujourd'hui, je me retrouve dans une fonction différente,
lorsque j'ai cessé mes fonctions parlementaires et d'élu, parce que je pense que c'est incompatible, au moins de même maire, j'ai été nommé au comité consultatif national d'éthique. Cela fait maintenant pratiquement 2 ans que j'ai été nommé. Et lorsque je suis arrivé au comité national d'éthique, Jean-François Delfrécy, j'ai eu des échanges avec lui, et Régis Aubry, que vous connaissez, pour certains d'entre vous, savoir s'il n'était pas utile de revenir sur ce sujet de la fin de vie. Ce n'est pas la première fois que le CCNE s'intéressait à ce sujet, avait rendu déjà par le passé plusieurs avis. Mais plusieurs choses nous ont amenés à s'autosaisir. Parce que vous savez, le comité consultatif national d'éthique peut s'autosaisir sur un sujet et parfois peut être saisi par le gouvernement. Nous sommes autosaisis sur ce sujet de la fin de vie, sujet qu'on va aborder ce soir, mais par exemple, sur un sujet que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler, les violences gynécologiques, sur ce sujet particulier, avec des rebondissements judiciaires, y compris aujourd'hui, la Première ministre, Elisabeth Borne, a saisi le CCNE sur ce sujet des violences gynécologiques, et je pense que nous rendrons notre avis en début d'année sur ce sujet. Donc voilà les 2 possibilités pour le CCNE. Alors pourquoi en juin 2021, le CCNE a décidé de remettre en chantier sa réflexion sur la fin de vie? Pour plusieurs raisons. On sortait du Covid avec de nombreux malaises. On a retrouvé brutalement cette notion de mort. Le deuil, pour beaucoup de familles, a été parfois, pour des raisons sanitaires, extrêmement difficile. Nous étions dans une période où, et nous le sommes encore aujourd'hui, le personnel médical de soins est en souffrance, en grande souffrance, vivant au quotidien parfois cette incapacité de prendre en charge comme il le souhaiterait les patients. Et il y avait un débat citoyen toujours sur cette fin de vie, et il y a eu des propositions de loi sur, et je reviendrai sur ce terme, sur l'aide active à mourir. Plusieurs parlementaires venant de sensibilités politiques différentes, plusieurs sénateurs, sénatrices, ont déposé des propositions de loi. Ces propositions de loi n'ont pas abouti. Mais que l'on soit pour ou contre ces propositions de loi, c'était un sujet qui traversait et qui traverse l'opinion aujourd'hui dans ces débats. Je m'attache très peu aux sondages, car les sondages sont par définition déformés, mais y compris vous en famille, avec vos amis, quel que soit votre âge, on aborde toujours ce sujet. Donc toutes ces raisons nous ont conduit à retravailler ce sujet. Et en donnant les raisons, derrière ces raisons, il y avait 2 mots. Quand je parlais du malaise des équipes soignantes, l'incapacité de faire son deuil dans des situations différentes, venait en tête un mot qui s'appelle la solidarité. Dans notre Constitution, on parlerait de fraternité. Et puis, cette aspiration à décider de son corps, c'est une autre notion éthique, qui est l'autonomie. Et aujourd'hui, quand on aborde ce sujet, et ça a été le sens de notre avis, nous avons à appréhender cette tension qui existe entre la solidarité et l'autonomie.
Une société, démocratie comme la nôtre, doit apporter aux plus fragiles tout le soutien, toute la démarche nécessaire de prise en charge. Et l'autonomie, c'est une notion compliquée. Il ne suffit pas de dire « je veux ». Et je parle devant un président d'un espace éthique régional. Il faut que, dans une collégialité, et j'y reviendrai, on puisse analyser cette volonté d'autonomie. Derrière ça, il y a une notion aussi qui est constante dans toutes les réflexions éthiques, c'est une notion de consentement. Bref, c'était notre mission. Notre mission dans le contexte que je vous ai décrit tout à l'heure. Nous sommes arrivés à un avis, et on va rentrer dans cet avis, qui a été adopté à une large majorité, mais pas à l'unanimité. Il y a eu, de la part de... On est 40 membres du CCNE, une quarantaine. Il y a eu 7 membres du CCNE qui ont appelé, qui ont fait un petit texte qu'ils ont appelé « réserve ». Leur réserve était sur 2 sujets. D'une part, est-ce que c'était bien le moment d'aborder ce sujet? Et deuxièmement, c'était sur l'aide active à mourir. Je pense que c'est normal et c'est sain. C'est la réponse aussi de la société française sur ces sujets-là. Donc ce débat a été riche, pas violent, on n'est pas violent au CCNE, mais a été parfois argumenté, tendu. Alors le CCNE est composé de scientifiques, bien entendu, de médecins, de chercheurs. Le président de la République nomme 4 personnes représentant les courants spirituels et philosophiques. Et il y a des personnes qualifiées venant du Conseil d'État. Moi, j'étais une personne qualifiée en tant qu'ancien parlementaire m'étant occupé de ce sujet. Bref, il y a une diversité qui, je pense, est efficace. Et nous sommes aujourd'hui toujours en débat, et c'est ce que je veux faire avec vous ce soir. Je vais essayer d'être le plus bref possible, parce que je souhaite vous entendre. C'est l'intérêt de ces réunions. On a fait un historique pour que vous le mettiez en tête. On ne part pas de rien. 20 ans de loi en France sur ce sujet. Vous souvenez-vous, 1999, c'est la loi instituant les soins palliatifs. Où nous en sommes aujourd'hui, il y a encore 20 départements, je parle sous votre contrôle, Président, qui n'ont pas de soins palliatifs. Les soins palliatifs sont développés dans les hôpitaux, pas suffisamment dans les structures médico-sociales, les EHPAD, et pas suffisamment à domicile. Je reviendrai sur ce thème, mais je peux en dire un mot ici, soins palliatifs. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au terme. Je pense que dans le cadre d'une logique d'une médecine de la personne, il faudrait mieux appeler cette spécialité un autre terme que palliatif. C'est des soins d'accompagnement, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est la première loi, 99. La deuxième loi, c'est Kouchner en 2002. Il y avait beaucoup de choses dans cette loi, mais il y avait surtout la possibilité à un patient, sous certaines conditions, de demander l'arrêt des traitements. Il y a eu, donc, c'est une loi qui est axée sur l'autonomie de la personne. Il y a la loi de 2005, une loi importante. Vous savez que les progrès scientifiques au service de la médecine, et ça a été l'origine de la création par François Mitterrand du CCNE, il y a 40 ans. Il y aura 40 ans l'année prochaine.
C'était confronter les progrès de la science, de la vie, par rapport vis-à-vis de la santé. Aujourd'hui, en termes de réanimation, mais je parle sous le contrôle de spécialistes, par rapport à un certain nombre, on peut prolonger et parfois il peut y avoir de l'obstination déraisonnable. Et c'est pour ça que le législateur, à la demande du corps médical, a voulu aborder ce sujet. Ce qui fait que des décisions sont prises. Mais avec un mot qui est toujours clé, que vous devez avoir en tête, il n'y a pas des patients d'un côté et le médecin tout-puissant de l'autre. Il y a une notion extrêmement importante qu'on doit avoir en tête, c'est la collégialité. La collégialité, c'est-à-dire quand un médecin ou une équipe est confrontée à ce sujet, il y a une collégialité qui intervient, où il y a une traçabilité des décisions prises et qui sont mises à disposition du patient et de la famille. Puis, il y a la loi de 2016, auquel j'ai participé avec Jean, avec deux avancées essentielles, les directives anticipées qui s'imposent, mais qui ne sont pas opposables. J'y reviendrai tout à l'heure. Les directives anticipées permettent au patient, à la personne, d'émettre ce qu'elle souhaite, je reviendrai sur ce sujet, mais dans des situations exceptionnelles, la collégialité des médecins peut passer outre. Mais j'y reviendrai, et je reviendrai là-dessus à travers une décision du Conseil constitutionnel récente sur ce sujet. Donc voilà ces lois depuis 20 ans. Reconnaissons que ces lois... Alors, pour la loi de 2016, j'ai oublié une chose, directive anticipée, personne de confiance, et cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, lorsque le pronostic vital est engagé à court terme, avec l'arrêt de tous les traitements, l'hydratation et l'alimentation artificielle constituant un traitement. Cela a été validé par le Conseil d'État et ça a fait l'objet de débats au Parlement, quand je dis au Parlement, députés et sénateurs, et ça a été validé par le Parlement. Donc arrêt de tous les traitements, mais une chose qui est fondamentale, c'est pour ça que quand je vois la presse parfois qui confondent les mots, les termes, les soins se poursuivant jusqu'au dernier moment. Et je crois qu'on oublie de le dire parfois par simplification. Donc, voilà cette loi. Donc, en 20 ans, il y a eu ces avancées, qui sont des avancées. Mais j'insiste une chose, la loi, elle fixe un cadre, elle fixe des possibilités. Mais il faut voir la réalité sur le terrain. Je fais juste une petite parenthèse étrangère. L'Espagne vient de légiférer sur l'aide active à mourir. Là, vous entendez? Là, vous entendez bien? Je suis paresseux, je parle pas assez fort. Ils viennent de légiférer, ils ont légiféré il y a un certain temps sur l'aide active à mourir. Et sur le terrain, on est confronté, ils sont confrontés à un sujet, c'est l'opposition majoritaire du corps médical sur ce sujet. Donc, une loi, c'est important, mais une loi fixe un cadre. Hein? Alors, nous disons, nous, le CCNE, sur cet historique, manque d'évaluation. Manque d'évaluation. Et parfois, manque de connaissance par nos concitoyens de la loi et des dispositions de la loi. Je vous prends des exemples concrets. Directive anticipée. Hier, j'étais avec une journaliste, à me donner connaissance d'un sondage qualitatif, non pas oui ou non, qualitatif fait auprès des jeunes. Directive anticipée, il y a 12% des Français qui ont écrit des directives anticipées. Je peux vous dire, dans le CHU que je connais un peu moins mal,
je parle du CHU de Poitiers, la directrice générale, il y a 3 mois, vient de recruter une infirmière qui était passée en cancérologie, qui était passée en soins palliatifs et qui était passée en EHPAD pour populariser des directives anticipées, expliquer à nos concitoyens comment on rédige une directive anticipée en relation avec son généraliste, et parfois l'expliquer et le redire au corps médical. Donc, il y a cette méconnaissance extrêmement importante aujourd'hui des droits et difficulté pour nos concitoyens de rentrer. Donc, c'est un sujet. Mais deuxièmement, il y a une évaluation qui n'est pas suffisante. Abordons les sujets un par un. Sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, malgré, alors je parle sous le contrôle des médecins, parce qu'après la loi, il y a des recommandations des hautes autorités de santé pour comment on met en pratique concrètement la loi. Il n'y a pas d'évaluation aujourd'hui sur cette sédation profonde et continue à court terme. Donc il y a un travail à faire. Il y a cet énorme dossier des soins palliatifs. Et je pense que c'est le socle, et je voudrais insister là-dessus, de toute réforme. Il ne pourra pas, et c'est une conviction personnelle, dans une démocratie comme la nôtre, il ne peut pas y avoir progrès de l'autonomie si la société, concrètement, ne met pas tout en œuvre pour promouvoir une politique de solidarité par rapport aux plus démunis et par rapport aux plus vulnérables. Ce n'est pas normal que de 1999 à aujourd'hui, il y ait encore 20 départements sans soins palliatifs. Il n'est pas normal que dans les études de médecine, et je parle sous le contrôle des médecins qui sont ici, les soins palliatifs font l'objet de peu d'heures de cours. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de formation continue ensuite sur ces soins. Il n'est pas normal, excusez-moi, je rentre un peu dans la cuisine, qu'il n'y ait aucun PUPH soins palliatifs. Sous votre contrôle, Président. Professeur des universités et praticien hospitalier. Il n'y en a pas un. Au niveau des recherches, quand je regarde l'INSERM ou que je regarde les appels à projets, il n'y a pratiquement pas de recherche sur ce sujet, contrairement dans d'autres pays. Donc, il y a un véritable problème. Alors, chaque ministre de la Santé fait un plan sur les soins palliatifs, très bien, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est qu'une question de prise de conscience du corps médical, des projets d'établissement, car si on ne règle pas ça, on pourra dire plein de choses, mais on n'avancera pas. Il faut que ça soit une spécialité à part entière, dans le cadre d'une médecine de la personne, que ça fasse l'objet de recherche, c'est qui dit recherche qui débat, et sur ces sujets-là, les sciences humaines ont un rôle à jouer important, mais ceux et celles qui font de la recherche ici le confirmeront. Vous savez, quand des chercheurs en médecine font des publications, s'ils introduisent les sciences humaines, la cotation de la publication en prend un coup. Hein. Donc il y a vraiment ce travail aujourd'hui, formation, recherche, formation continue, projet d'établissement, pour avancer sur ce sujet. Pour être concret, dans un service de cancérologie, lorsque un diagnostic est posé et qu'un traitement est mis en place pour traiter la tumeur, il faut que dès le départ, cette médecine d'accompagnement existe et soit associée. Alors je sais qu'il y a des efforts qui sont réalisés, y compris ici, mais le travail est extrêmement long. D'autre part, il y a une volonté de nos concitoyens aujourd'hui
de ne pas forcément mourir à l'hôpital. Donc, il faut que ces traitements, ces sédations profondes et continues puissent être mises en place au niveau du domicile ou dans l'établissement public. Juste un point technique, je ne veux pas compliquer la chose, il y a un frein aussi dans les CHU. C'est la T2A. T2A, ne vous inquiétez pas, c'est tarification à l'activité, c'est le mode de fonctionnement, le mode de rémunération des hôpitaux. C'est-à-dire que les actes, vous faites une chimiothérapie, c'est codifié et l'hôpital touche tant. Je parle sous le contrôle, là encore, des médecins. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette T2A, qui a été un progrès par rapport à la dotation de fonctionnement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette T2A privilégie des actes techniques au détriment d'actes d'humains. Parfois, il y a peut-être la chimio de trop par rapport... voilà, on y revient. Donc, c'est, dans notre avis, quelque chose de central. Si on n'avance pas sur ce sujet-là, ce n'est pas une question d'argent. Moi, je l'ai dit au président de la conférence des présidents d'université, qui se trouve être un médecin actuellement. Delfrécy l'a fait passer au doyen de faculté de médecine. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, nous demandons concrètement que tous ces dispositifs que nous avons mis en place, que le législateur a mis en place depuis 20 ans, ne soient pas uniquement destinés à l'hôpital. J'y insiste, doit être destiné sur l'ensemble du territoire. On pourra revenir sur tous ces sujets-là. Alors, l'aide active à mourir. Nous avons retenu cette expression aide active à mourir. Nous avons repris en cela les termes que les soins palliatifs, disons l'Institut des soins palliatifs, ont retenus. C'est-à-dire l'aide active à mourir recouvre deux notions. L'assistance au suicide, la personne peut faire le geste, et donc c'est une recommandation, c'est une prescription, et l'euthanasie, la personne ne peut pas faire le geste et un produit létal est injecté. Alors, on a dit que c'est une rupture au sein du CCNE d'avoir répondu positivement à cette notion d'aide active à mourir. C'est allé un peu vite en besogne. D'abord, il y a un préalable. Moi, je ne crois pas qu'il puisse y avoir en France, c'est l'avis du CCNE, on l'a écrit, une loi sèche sur l'aide active à mourir, sans parler de tout ce que je viens de vous parler précédemment. Parce qu'il y aurait un risque tout simple, c'est de dire on ne peut pas vous soigner correctement, donc on vous propose l'aide active à mourir. Donc il y a ce préalable qui fait l'unanimité au sein du CCNE. Après, débat citoyen, vous en pensez ce que vous voulez, vous direz ce que... Mais notre position, notre contribution là-dessus est très claire. Alors, nous formulons les choses de la façon suivante. Si le législateur, on n'est pas législateur, décide d'aller vers l'aide active à mourir, nous répondons, il peut y avoir une réponse éthique favorable sous des conditions extrêmement strictes sur lesquelles je vais revenir. Il faut que, selon nous, il faut que la personne qui souhaite bénéficier d'une aide active à mourir, parlons du suicide assisté dans un premier temps, soit autonome au moment de la demande psychologiquement. C'est-à-dire qu'elle puisse elle-même exprimer sa demande. Ça veut dire que les directives anticipées
ne peuvent pas être utilisées dans la vie telle que nous l'avons rédigée. Mais tout ça, c'est un débat. Il faut qu'elle soit autonome et qu'elle ait des douleurs, que le pronostic vital est engagé à moyen terme et des douleurs réfractaires. Et le rôle de la collégialité des médecins, des professionnels de santé, est de vérifier si l'autonomie de la personne est réelle. Donc cette demande doit être renouvelée à plusieurs reprises. Et il y a, si la vérification est faite, il y a une prescription après de la part d'un médecin. Bien entendu, dans ce cadre-là, la clause de conscience peut jouer, bien entendu, c'est une demande. Mais, j'y insiste, et votre président me faisait une remarque au téléphone hier, ne confondons pas les deux choses, soins palliatifs et aide active à mourir. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair par rapport, j'allais dire, au travail des uns et des autres. Et donc, moi, je suis parfaitement clair là-dessus. Il y a des législations étrangères, on en dira un mot tout à l'heure, qui vont plus loin et qui ont des démarches différentes. L'autre cas, donc, vous voyez bien que dans notre hypothèse que nous retenons, nous ne traitons pas les maladies de dégénérescence cérébrale. Pour que les choses soient claires et pour que le débat puisse être parfaitement transparent entre nous. Il y a un autre cas qu'on a voulu aborder, ce sont les personnes qui sont autonomes psychologiquement, mais pas autonomes physiquement. C'est-à-dire ne peuvent pas faire le geste. Et ça n'aurait pas été éthique de ne pas aborder ce sujet. Là, au sein de celles et ceux qui ont voté cet avis, il y a deux sensibilités différentes. Celles et ceux qui considèrent qu'il faut légiférer et lever ce qu'on appelle l'interdit de donner la mort, c'est-à-dire autoriser l'euthanasie, sous certaines conditions, dans les conditions telles que je viens de définir pour le suicide assisté, dans les mêmes conditions, et d'autres, c'est la position que j'appellerais de Badinter, parce que Badinter s'est exprimé souvent sur ce sujet. Non, il ne faut pas supprimer l'interdit, mais dans des cas exceptionnels, les médecins peuvent prendre leurs responsabilités sous le contrôle du juge. Donc voilà, et nous disons que c'est au législateur d'arbitrer ce point. Voilà le plus explicitement les choses que nous avons décidées, disons, dans notre avis. C'est ce que nous mettons au débat. Nous ajoutons au niveau donc cet avis a été présenté. Suite à cet avis, nous l'avons mis au président de la République. C'est à cette occasion qu'il a, comme vous l'avez rappelé, décidé une conférence citoyenne. Nous l'avions proposée. Nous y sommes favorables. Ce n'est pas très développé en France, mais je pense que les conférences citoyennes sont un bon outil si les politiques sont très sérieux et ne veulent pas instrumentaliser les choses. Et ce qui a été décidé par le CESE est une bonne chose. C'est-à-dire, on trouve un panel de citoyens qui sont formés au sujet par des week-ends, 3 ou 4 week-ends de 3 jours. Ils sont formés. Ensuite, ils sont confrontés à des avis contradictoires. Ils se font une opinion et ils émettent ensuite un avis. Mais il faut être tout à fait honnête, nous sommes dans une démocratie représentative, donc cet avis sera mis en débat, remis aux parlementaires et à l'exécutif pour qu'ils prennent leurs décisions. On a considéré que dans le même temps, vu la réforme de 2012, des espaces éthiques régionaux, d'où cette réunion ce soir,
était aussi utile pour faire remonter des sensibilités et des prises de position, je crois que c'est très important, hein, ou des angles d'analyse qu'on n'a pas forcément, donc c'est l'objet de cette réunion. Les ministres, vous en avez parlé, les ministres ont organisé des réunions, déjà 2 réunions, auxquelles les rapporteurs du CCNE on est conviés, où on présente le rapport du CCNE, les professionnels de santé, donc c'est la ministre déléguée à la santé qui coordonne avec Véran ces réunions. Donc il y a eu un tour de table, il y a eu une discussion, et ça va se poursuivre. Et il y a eu, c'était la semaine dernière, on y a participé, j'ai présenté l'avis du CCNE, ces 2 mêmes ministres ont organisé un groupe de députés, c'est-à-dire chaque groupe politique à l'Assemblée nationale et au Sénat sont représentés par 2 personnes. Quasiment tous les groupes ont accepté cette démarche, et là, il y a aussi un travail fait au niveau des groupes parlementaires. Il manque, et ce matin on avait le comité plénier du CCNE, il manque dans cette concertation un point important, ce sont les associations de malades. Et on a redit au ministre qu'il faut absolument qu'il y ait débat avec les associations de malades. Et lorsque toute cette concertation sera faite, ça sera la responsabilité du législateur à travers une proposition de loi ou la responsabilité de l'exécutif à travers un projet de loi de prendre ses responsabilités. Nous avons émis, même si ce n'est pas notre travail, notre rôle premier, mais on a voulu le dire en termes de citoyenneté, qu'on n'était pas favorable, le CCNE, à un référendum sur ce sujet. Parce que ce sujet est trop complexe pour qu'on puisse répondre que par oui ou par non. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, et je vais provisoirement m'arrêter, je vais vous donner 2 indications. Une indication au niveau international pour que vous ayez une photographie. Vous avez aujourd'hui 10 pays dans le monde qui ont légiféré sur l'aide active à mourir. Et ces réformes, ces lois, se sont échelonnées entre 1994, de mémoire, ça devait être l'Oregon, hein, et à des lois qui ont eu lieu en 2021 y compris 2022. Il y avait 3 catégories de pays. Des pays qui ont voté pour l'euthanasie uniquement, la Belgique. Des pays qui ont voté pour uniquement le suicide assisté, c'est les États-Unis, mais quand je dis les États-Unis, c'est 30 États des États-Unis. Hein, je parle sous votre contrôle, c'est 30 États qui ont voté aux États-Unis, donc ces pays qui ont voté pour le suicide assisté, et, dernier groupe, des pays qui ont voté pour le suicide assisté et l'euthanasie. Voilà la photographie aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde. Avec un certain nombre... Oui, je viens juste un peu en arrière. Dans les propositions que nous faisons, nous, sur l'aide active à mourir en France, le CCNE, bien entendu, la personne doit être majeure. On n'a pas abordé le problème des mineurs. Je vous dis ça parce que dans ces législations étrangères, il y a certains cas où les mineurs rentrent sous certaines conditions dans le cadre de la loi. Il y a un autre phénomène, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Vous savez que les lois, dans chacun des pays, sont régies par et sont contrôlées par les cours suprêmes, ce qu'on appelle en France le Conseil constitutionnel.
C'est-à-dire que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel pour savoir si telle loi est constitutionnelle, répond aux principes de notre Constitution. Et il y a eu un progrès au Conseil constitutionnel en France. Je vais vous prendre cet exemple et je terminerai par cet exemple. C'est ce qu'on appelle les QPC, questions prioritaires de constitutionnalité. C'est Sarkozy qui avait mis ça en place, et ce n'était pas une mauvaise idée. Sous réserve d'un filtre au Conseil d'État, peut être soumis au Conseil constitutionnel des cas particuliers pour soit contester une loi ou soit apporter des précisions. Récemment, il y a eu une saisine et le Conseil constitutionnel a rendu sa décision il y a 10 jours sur les directives anticipées. J'ai conscience que je vous ennuie avec tout ça. C'est pas un jeudi soir, c'est pas marrant tout ça. Mais quel était le cas qui était soumis au Conseil constitutionnel? Une personne qui, suite à un grave accident, n'était maintenue en vie que par une hydratation, une alimentation artificielle. Dans une démarche collégiale, l'équipe médicale a considéré que le maintien en vie n'était pas possible. La famille s'est opposée à cette décision parce qu'il considérait que la personne victime de l'accident avait écrit des directives anticipées et qu'il voulait être maintenu en vie, quel que soit son état. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la loi de 2016, les directives anticipées s'imposent, sauf, et le terme avait été choisi, si elles sont inappropriées par rapport au cas, au moment où le drame arrive. Inappropriées. Et c'est ce terme qui faisait débat, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision, c'est pas un avis, c'est une décision, a considéré qu'il y avait effectivement une situation inappropriée et a confirmé la teneur de la loi. Au nom de deux principes, de deux mots qui figurent dans le préambule de la Constitution, dignité et liberté. Je vous le dis parce que pour la suite, ça sera... Alors, c'était dans ce sens-là, mais ça aurait pu être dans l'autre sens. C'est-à-dire une personne qui veut absolument ne pas vivre et une collégialité dit pas possible. Ça s'interprète dans les deux sens, hein, c'est inapproprié. Et d'autre part, il y a eu, et c'est très significatif par rapport au poids qu'elle représente, le Conseil constitutionnel allemand a considéré que l'interdiction de l'aide active à mourir n'est pas constitutionnelle. C'est un élément essentiel. Il ne parle, bien entendu, que de suicide assisté. Bien entendu, pour les raisons historiques que vous connaissez, l'euthanasie n'est même pas abordée en Allemagne. Mais la décision allemande, donc on ne sait pas si il va y avoir une proposition de loi, un projet de loi, mais j'allais dire que cette décision du Conseil constitutionnel allemand va influer dans beaucoup d'autres pays, à mon avis, parce qu'elle fait référence. Voilà, je considère avoir été trop long. Les premiers mots que je voulais vous dire, et à vous maintenant, excusez-moi si parfois le micro s'est éloigné, à vous de poser toutes les questions, il n'y a pas de questions tabou. Vous exprimez au maximum. On va en prendre peut-être, Président, plusieurs. Hein, et puis on fera comme ça un tour.